On va parler rock and roll. On va commencer la journée avec de la photo de la scène pop rock. Alors avec évidemment un contexte tout à fait particulier en ce 13 novembre, puisque on est juste un an après les événements que vous connaissez. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de montrer justement, voilà, de célébrer la photographie et la musique à travers une conférence qui s'annonce passionnante avec Gaël Gesquier, qui va venir nous rejoindre d'ici un instant pour vous présenter un portfolio de ses meilleures images. Alors Gaël, déjà je voudrais commencer par te demander de te présenter brièvement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ton parcours déjà? Alors déjà, je tiens à saluer les gens d'être venus dimanche matin. Merci d'être là. Mon parcours, je vais le raconter déjà avec la première image. C'est que moi, je n'étais ni une passionnée de photo, ni une passionnée de musique. Toute mon histoire est vraiment le fruit du grand hasard. Je faisais un mémoire de maîtrise sur l'aspect ethnolinguistique du parler wallon-picard qui intéressait 3 personnes et je m'ennuyais énormément. Donc à la suite d'un stage dans un grand quotidien, comme on n'est pas payé en tant que stagiaire, on m'a dit « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et j'ai dit d'aller à un concert de rock. Donc on m'a fait un passe-photo. Je suis allée avec un jetable et j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans les backstage des Red Hot Chili Peppers parce qu'on avait besoin de faire la remise du disque d'or. Donc c'est pas une photo d'art, mais c'est ma première image et en aucun cas je ne pensais devenir photographe et que ce soit mon métier puisque ça fait 20 ans maintenant. Voilà, alors quand on lit ton livre, celui que tu as sorti au printemps dernier qui s'appelle Rock With Me. Voilà, aux éditions de La Martinière. Voilà, c'est ce livre ici. C'est pour mes 20 ans en fait. Je me suis focalisée sur le rock. J'ai voulu avoir un œil féminin et aussi un œil très décalé. C'est-à-dire que je raconte un peu l'envers du décor, ce que les gens n'ont pas la chance de voir, étant donné que j'estime être une grande privilégiée puisque j'ai travaillé 10 ans à rock et folk et j'ai pour le coup fait énormément de concerts. Voilà, et c'est pas qu'un œil, c'est aussi une plume parce que il faut dire que c'est toi qui as écrit aussi tous les textes et quand on lit l'ouvrage, on se rend compte à quel point tu t'es investi dans ce livre. Disons que ça rassure les parents, hein. Faut dire que j'avais fait Nippocan, Sciences Po, donc à un moment donné, j'étais un peu mal vue d'avoir fait ce métier. Il fallait un peu rattraper le tir. Donc évidemment, je me suis investie dans l'écriture. Étant donné que je n'étais pas une spécialiste, je me suis beaucoup documentée. J'ai voulu rencontrer les gens qui font les vêtements des stars. J'ai rencontré les architectes qui font aussi les scènes. Parce qu'il faut savoir que dans le rock, même si c'est un monde de paillettes, en général, rien n'est fait au hasard. Voilà, et donc quand on lit cet ouvrage, on se rend compte effectivement de ce hasard hein, qui t'a conduit quand tu racontes qu'au début tu voulais être vendeuse de pelotes de laine. Oui, alors là j'étais vraiment petite, hein, attention. Voilà, et tu finis à être photographe. Finalement, il y a toujours un rapport avec la couleur. J'aimais beaucoup voir ces dégradés dans le magasin. On n'a pas le droit de dire les marques, ouais. Mais en tout cas, oui, j'aimais beaucoup ça. C'est vrai qu'il y avait paradoxalement un rapport à la couleur. Voilà. Et donc ce hasard qui t'amène un soir comme ça sur un concert où finalement tu avais un appareil photo mais qui était plutôt un prétexte. Bah oui, c'était pour dans te donner le but. Une contenance parce que tu avais un pass de photographe, il fallait que tu aies un appareil photo. Voilà. Donc je sais pas si vous savez, on est pendant 3 morceaux dans la fosse devant. Et après, on est éjecté. Donc, on a le temps, pendant 3 morceaux, de faire les photos. Donc, moi, je me suis vraiment... Vite, fallait que je termine. En l'occurrence, ayant un jetable, j'ai attendu que les lumières s'éteignent parce que les photographes avaient tous leurs gros appareils. Donc, voilà. Mais tu as quand même réussi à sortir quelques images de ces photos de scène? Complètement paradoxal, c'est que moi je pensais avoir décroché le Pérou avec ces photos backstage et en l'occurrence Philippe Manœuvre a repéré une photo live, donc cette première image des Red Hot avec le bassiste Flea en slip kangourou qui est paru en décembre 95, puisque là on est le 18 octobre 1995. Mais en fait ta première image, réellement ta première parution, c'est cette image-là. Voilà, exactement. Alors, en aucun cas, je pensais perdurer dans ce métier, mais c'est cette première image qui est sortie, rock et folk. Et voilà, et donc tout a commencé à partir de ce moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, sur un coup du sort, presque, tu arrives à sortir une image, on te fait à nouveau confiance et on t'envoie sur des autres concerts. Exactement, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de lui expliquer tout mon bazar de maîtrise, de mémoire, etc. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais demain? Demain, tu fais Tina Turner. Et j'ai dit, ok. Donc je suis repartie racheter des jetables. Tu as commencé vraiment avec ça. J'avoue, j'avais pas du tout la culture de la photo, c'était pas mon truc. Et comment on acquiert alors le métier de photographe? Parce que des études littéraires, encore une fois, au métier de photographe, il y a quand même un monde en termes
Je crois en termes de professionnalisme, de technique, ne serait-ce que de technique. C'est sûr. En l'occurrence, je pense que les études, la prépa que j'ai faite permet l'adaptabilité. Donc je suis allée acheter des ouvrages, j'ai vraiment bossé. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui développait mes films que vous connaissez, c'est Vincent Curuccier qui a fait une conférence. Qui sera là cet après-midi avec nous pour faire un atelier sur la photo de sport. Qui m'a beaucoup appris. Il se souvient bien de moi parce qu'il me disait je te pousse à combien les pellicules. Moi je le regardais, je te pousse quoi. Et en l'occurrence, il m'a appris ce qu'était un ISO. Donc on en est vraiment là. Hein. On démarre de très bas. Et on arrive quand même à sortir des images comme celle-là qui sont absolument fabuleuses. On essaie. Alors ton livre commence avec... Ça, c'est le premier chapitre, on va dire, consacré aux musiciens dans ton livre, c'est B.B. King. Alors, pourquoi B.B. King? Parce qu'en l'occurrence, même si c'est le roi, le pape du blues, il a vraiment inspiré tous les gens dont je parle dans l'ouvrage. Il a inspiré Mick Jagger. Tout le monde lui doit un respect absolu. Il est considéré comme le PDG du rock. Et c'était vraiment une rencontre. C'est quelqu'un qui vient de la terre. C'est quelqu'un qui a eu un accident de parcours, parce qu'il faut savoir qu'il est rentré avec son tracteur qui marchait toujours et il a vraiment bousillé son tracteur. Et pour rembourser ce tracteur auprès de son patron, il a joué de la guitare. Donc il a vraiment travaillé dur. Il a fait le Tour de France derrière sa mule et il était dans le domaine de l'agriculture et ça se ressent. Je dis toujours, on dirait mon grand-père en black. Et il avait vraiment quelque chose de bon, quelque chose d'incroyable. Et Bono, Neil Young, tout le monde lui doit quelque chose. Et sans lui, il n'y aurait personne, en l'occurrence, dans le rock'n'roll. Encore une fois, quelqu'un qui aussi a peut-être initié une certaine rigueur dans le travail de scène, tout simplement. L'infini détail. Tout était d'une extrême rigueur, tout était contrôlé, les balances, ne serait-ce que dans l'infini détail, il avait les boutons de manchette estampillés Bibi, la guitare, la Lucille, tout le monde connaît l'histoire. Ouais. Donc il y a un rituel, il y a la clé de sol ici, c'est vraiment le patron, quoi. Et donc tu disais que c'était quelqu'un qui avait inspiré d'autres rockers comme James Brown. Oui aussi. Lui, James Brown, si j'en ai parlé, c'est Monsieur Dynamite. Monsieur Dynamite, il a vraiment insufflé le business. Pour lui, il y avait le show et le business. Et Mick Jagger a tout pompé à James Brown. Il l'a vu en 1963 à l'Apollo de New York. Et dans les backstage, à l'époque, les Rolling Stones n'étaient pas tellement connus. Et James Brown a dit à Mick Jagger, écoute mec, si tu veux faire le job, il y a le show et le business. Et voilà, donc lui, il a vraiment fait les deux. C'était un bourreau de travail. Et l'idée, c'était de faire de l'argent. Et aussi quelqu'un qui était vraiment dans l'esprit rock'n'roll, parce qu'il y avait aussi beaucoup de frasques en dehors de la scène. Oui, il était assez atypique, hein, évidemment. C'était quelqu'un, mais en l'occurrence, une bête de scène. On ne peut pas rester complètement insensible, même si je ne l'ai pas connu dans les années 70. En l'occurrence, les 2 concerts que j'ai pu faire, c'était vraiment une bête de scène. Il bougeait dans tous les sens. Il y avait un cérémonial. Il s'est beaucoup inspiré aussi des boxeurs. Il arrivait sur scène avec une cape, ce qu'a repris Prince en l'occurrence. Et il y avait une mise en scène, un show. Il y avait un maître de cérémonie qui arrivait sur scène et qui chauffait la salle avant l'arrivée de James Brown. On était vraiment dans le spectacle. Alors, quand on a préparé cette conférence, tu m'as envoyé cette image et moi, la première impression que j'ai eue en la regardant, c'est tiens, une image de paparazzi. Et quand je t'ai dit ça, tu m'as dit ah non, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir dans le sens où il y a beaucoup d'amalgame. Il est vrai que souvent, quand je fais des conférences auprès des jeunes, pour eux, photographes, c'est paparazzi, ils savent pas qu'on peut avoir d'autres métiers. Évidemment, cette image peut laisser penser que je suis paparazzi, mais c'était un moment très spécial puisque c'était l'Olympia en 1995 et c'était compliqué de rentrer dans ce concert, il n'y avait pas d'accréditation. Toute la rue était fermée et j'ai eu la chance d'être invitée dans le car régie et donc je voyais la sortie de Mick Jagger. Donc c'est une photo juste après le spectacle en sortant du car régie. Donc c'est ma première image des Stones et je me suis dit j'espère un jour les rencontrer et les shooter sur scène. Et évidemment, c'est arrivé et j'ai eu cette chance. Évidemment, c'est arrivé. Voilà, donc ça, c'était une des images des Stones en concert que tu as pu couvrir avec cette attitude de Keith Richards un peu particulière. Et tu vas nous expliquer pourquoi, peut-être. Alors, je vais vous raconter l'anecdote pourquoi tire-t-il la langue. Mais avant, je vais vous dire qu'on est tiré au sort, à savoir qui est du côté Mick Jagger, qui est du côté Keith Richards. Là, je suis au 2870, parce qu'on va parler un petit peu des appareils, on est là pour ça. Et je suis vraiment
au ras de ses moustaches, c'est le cas de le dire. Je suis vraiment ici pour le photographier. Voilà, alors pourquoi tire-t-il la langue? On est le lendemain de la Coupe du Monde, le 11 juillet 2006, et la veille, évidemment, il y a eu le coup de boule de Zizou contre Materazzi. Il n'était pas bon d'être français ce soir-là en Italie, donc je me suis fait passer pour belge, parce qu'en fait, toute la salle était pour les Italiens. Donc derrière, vous avez ici, il y a du monde, c'est le carré VIP, et il y a eu l'arrivée de Materazzi avec toute l'équipe. Donc tout le stade criait « Campio del Mondo », tout le monde était pour les joueurs de foot. Ça a particulièrement énervé Keith Richards, qui a tiré la langue un bon moment. Et en l'occurrence, celle-ci, c'est ma première image de la séance. Il était vraiment en colère, mais bon, avec humour, hein. C'est Keith Richards. Voilà, alors tu parlais des accès compliqués à la scène, et il faut savoir aussi que le travail de photographe de la scène pop-rock est hyper encadré. Alors, par qui? Voilà, j'ai voulu raconter, comme je vous dis dans l'ouvrage, l'envers du décor. Donc j'ai pensé que ça pouvait intéresser les gens de voir ce que l'on reçoit la veille quand on doit photographier les Stones. C'est-à-dire qu'on a les directives. Il est hors de question de rater une image. Et comme vous le savez, un photographe, en général, il n'a pas trop de cerveau. Donc on dit, vous avez 9 minutes pour réaliser les images, tel appareil, tel objectif, telle sensibilité, etc., etc. Donc c'est un petit peu dingue. Et la manageuse que j'ai rencontrée tous les soirs pendant toutes les tournées fait exactement le même brief. Elle vous dit, même mon chat peut faire les photos. Voilà. C'est montrer aussi toute la considération qu'on porte aux photographes de la scène pop-rock. Ça me fait énormément rigoler. Avec autant de contraintes, on arrive quand même à être créatif et à sortir un peu des clous. Parce que c'est ça l'esprit rock'n'roll, c'est aussi ne pas respecter, casser un petit peu les règles. Bah, en l'occurrence, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand on est photographe de presse, bien sûr, on a plusieurs casquettes. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après, on travaille avec les artistes pour faire des ouvrages, des pochettes. On a un travail plus tranquille. Mais pour la presse, on a ces 3 morceaux qui ont été d'ailleurs été initiés par Prince, qui avait un gros souci le rapport à l'image. Donc il voulait toujours que les photographes partent au bout de 3 chansons. Donc on n'a pas le choix, on n'a pas le temps. Donc on est obligé de fonctionner très rapidement. Pas question de se dire on va changer de zoom dans 4 minutes. C'est mort. Donc il faut être prêt. Alors ça, je t'ai demandé quand même que tu nous racontes un petit peu. Voilà. J'ai fait du tri, il n'y a pas de tout. Hein. Ouais, voilà, j'ai dit, est-ce que tu peux m'ouvrir ton sac pour qu'on voit ce qu'il y a dedans? Ouais. Alors je suis une femme, il y a du maquillage, il y a des bouchons d'oreilles, parce qu'en fait, quand on aime la musique, c'est devenu mon cas, il faut éviter de se laisser embringuer par le son. Il faut être concentré, vraiment focalisé sur son travail. Donc j'ai des noise breakers, un tabouret parce que je suis nain de jardin, donc ça aide. Et puis en l'occurrence des appareils photo. Alors oui, parce qu'en plus des fois sur les directives c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'utiliser des tabourets. Ah c'est possible, mais enfin bon, ouais. Comment tu fais dans ces cas-là? Je leur explique qu'il y a des gens qui font 1m90 et que j'ai pas eu la chance de... Hein. Donc toi, qu'est-ce que tu possèdes comme appareil aujourd'hui? Alors j'ai un D3S pour la sensibilité, parce que franchement c'est exceptionnel. Et puis je privilégie avec l'âge la légèreté. Et c'est vrai qu'ayant le D700 et parfois même pour les backstage le D7002, je pense vraiment me focaliser sur le D500 qui couple ces 2 trucs pour moi. Haute sensibilité, compacité, avec Exactement. En plus ce facteur DX qui permet, quand on est à la console, parce qu'on n'a pas parlé des positions, mais oui. Soit tu es derrière entre les crash barrières et la scène, soit tu es à la console, et voilà. Dans ces cas-là, on apprécie de pouvoir gagner un petit peu de distance focale. Il arrive que le bruit du déclencheur gêne quand on est en acoustique, ce qui est le cas pour Bruce Springsteen souvent. Donc on est relégué à la console son. Quand on est dans la salle de Bercy, ça fait quand même une sacrée distance. D'où l'intérêt éventuellement d'un capteur DX. Donc là, alors ça, quand on a parlé de cette image, tu m'as dit que c'était une photo miraculeuse. Bah, carrément, c'était un cadeau, c'était fou. J'en ai encore les poils rien que d'en parler. En l'occurrence, c'était la première date européenne de la tournée 2014. Et Bruce Springsteen, comme vous le savez, a une fille qui fait des concours hippiques. Donc il était à Lisbonne pour suivre sa fille qui faisait un concours hippique. Et avec Mick Jagger, ils se sont appelés en disant on ferait peut-être un bœuf, mais c'était absolument pas prévu. Donc la manageuse me dit est-ce que tu peux rester un peu dans la fosse? Je me dis tiens c'est bizarre sur les Stones rester. Et là je vois arriver le boss
Et là, c'est une photo vraiment historique. Jamais Bruce Springsteen n'a joué avec les Stones. Et il y avait Bill Clinton à ma droite. On est resté complètement choqués. Je suis tombée de mon tabouret tellement j'en revenais pas. Et c'est vraiment une photo incroyable, pour moi en tout cas. Avant de tomber du tabouret, tu as quand même eu le temps de faire la photo. Ouais, j'en ai raté pas mal. Hein. Alors il y a des moments aussi un peu privilégiés des fois, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le fantasme de tout le monde de se dire le fait d'être photographe de scène, on doit approcher des stars et avoir des moments un peu privilégiés et uniques avec eux. C'est en général pas le cas, mais ça c'est le parfait contre-exemple. Alors en fait, à l'époque, on est en 99, je me rendais vraiment pas compte que j'étais avec David Bowie. Je lui ai vraiment parlé comme à un copain. Je trouvais ça beaucoup plus sympathique d'aller dans un jardin faire une photo. Alors il m'a suivi, il a lâché toute la sécurité, tout ce qu'il y avait autour de lui. Et on est parti dans un petit parc. Il y avait 2 dames qui donnaient des graines aux pigeons. Et j'ai fait des photos avec lui et je me rendais vraiment pas compte que j'étais devant un génie. Et à la fin, c'est lui qui m'a remercié pour ce petit moment d'anonymat. Et c'est vraiment un moment extraordinaire parce qu'après, en écrivant l'ouvrage, je me suis vraiment rendu compte de ce qu'était David Bowie, qui était ce personnage aux 1000 visages. Et c'est vrai que facette, hein, c'est vrai, une véritable. Quand on lit ton livre, on se rend compte que vraiment c'est un personnage j'ai énormément appris, ouais. Fascinant. C'est d'abord, en général, les grands sont d'une humilité époustouflante. Il était accessible, il a lâché toute sa sécurité pour se rendre dans ce petit parc. Et c'est vrai que c'est un personnage incroyable. Et avec lui, on prend une leçon parce que rien n'est fait, rien n'est au hasard. Alors justement, on va en parler. Là, c'est une photo en gros plan de son pied. Oui. Et c'est vrai qu'à travers cet ouvrage, et c'est pour ça que je vous en conseille vraiment la lecture, il n'y a pas que des images, il y a vraiment des histoires et c'est vraiment fascinant. J'ai voulu faire un travail de recherche, j'ai rencontré son attaché de presse, j'ai rencontré les gens qui collaboraient à tout son entourage en fait. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était fasciné par la peinture. Bon, je ne l'ai pas connu à l'époque de Ziggy Stardust, mais c'est quelqu'un qui était fasciné par l'art et qui voulait élever le concert au rang d'art. Il avait fait une école d'art en fait. Oui, il avait un éclectisme époustouflant et il voulait élever le concert comme faire en sorte que ce soit une peinture de Rossetti. Et en fait, chaque concert a un détail précis et veut dire quelque chose. Et j'ai mené des enquêtes pour savoir. Alors, c'est pas exhaustif, mais en l'occurrence, j'ai bossé pour ça. Donc là, le pied, c'est un hommage évidemment au pied de Rodin. C'est évident pour toi, mais c'est vrai que ça l'est pas. Et en faisant cette photo-là, tu le sais déjà, tu le vois déjà, cet hommage à Rodin. Quand on voit Bowie et son professionnalisme, quand il fait les répétitions, on sait que rien n'est au hasard. Donc évidemment, j'imagine qu'il y a une influence quelle qu'elle soit, mais ça, je le savais. Ça, c'est quand même féminin, cette sensibilité aux détails dans l'approche de la photographie. C'est vrai que moi, je suis attachée aux couleurs, je suis attachée aux vêtements. Je reconnais quel est quel styliste. On s'aperçoit que pendant les concerts, souvent les stylistes sont là et viennent s'inspirer, ce qui a été le cas de Jean-Paul Gaultier qui venait voir tous les concerts de Marilyn Manson. Et Marilyn Manson a vraiment aidé à ce qu'on remette la guêpière en lumière. Et toute la série Guêpière et les guêpières de Madonna sont inspirées des concerts de Marilyn Manson. Et très souvent, on croise les stylistes au concert de rock. Ça va de pair. Donc en fait là on est... Parce que c'est vrai qu'en lisant ton ouvrage, il y a plein de références justement aux tenues vestimentaires où tu vas vraiment dans le détail. Fille. Donc après c'est vrai que je vais parler de la musique, du rock. J'ai voulu faire un chapitre pour essayer de positionner l'artiste la période où j'ai pas connu, donc j'ai fait avant, mais ça c'était avant. C'est pas exhaustif, mais ça pose l'artiste. En l'occurrence, je pouvais pas raconter toute la vie de Bob Dylan, mais j'ai gardé vraiment les moments charnières. Et après, à travers mes concerts, ce que je ressentais sur l'artiste dans sa façon d'être, j'ai brossé un portrait à travers chaque trait de personnalité. Voilà, c'est ça la démarche de l'ouvrage. Alors là, c'était encore un autre hommage à la Beat Generation, c'est ça? Voilà, donc en fait, la veste, elle est déchirée, c'est une veste d'Alexander McQueen et c'est un hommage à l'écriture du cut-up. Et ça, vous pouviez le voir en l'occurrence à l'exposition Philharmonie. Le cut-up, c'était tout un hommage à toute cette Beat Generation, William Burroughs, etc. Il écrivait des textes qu'il découpait et il relâchait comme ça les petites bribes de mots et c'est avec ces mots qu'il faisait des chansons. Donc voilà, et cette veste déchirée est une métaphore filée de cet art du cut-up.
Alors, avec des styles qui varient d'un concert à l'autre, Voilà. à chaque fois, on se retrouve d'un concert à l'autre de Bowie, on se retrouve dans des univers différents. Donc j'ai voulu mettre quelques images de Bowie pour bien montrer qu'on n'est plus dans la période Ziggy Stardust, mais d'un Lord So British en costume 3 pièces. Ça, c'est à l'Olympia en 2002 et pour tout le monde, c'est un souvenir incroyable. C'était un concert où il avait retrouvé une jeunesse et c'était absolument incroyable. Je me répète, mais... Donc là, il est en veste Paul Smith. On est vraiment dans le côté Lord So British. Allez, toujours cette même attention aux détails. Finalement, ton livre est aussi une revue de la mode vestimentaire. Pas que, il y a un peu un mélange. Hein. Là, on focalise là-dessus. Il n'y a pas tout le monde. On a fait Et puis à l'opposé, des gens qui, alors là... le vêtement, on oublie. Voilà, Iggy Pop, il faut savoir que c'est vraiment pour lui viscéral. Même en interview, il demande l'autorisation d'enlever ses vêtements. Il ne supporte pas le textile sur la peau. Donc c'est un peu parfois des situations un peu atypiques. Donc j'ai mis un peu des shows de Iggy Pop parce que il s'économise pas. Hein. Là, on est vraiment dans le rock pur. Hein. Voilà. Et toi aussi, des fois, tu es obligé d'avoir la rock'n'roll attitude parce que des fois, tu n'es pas autorisé à faire des photos. Et celle-là, par exemple, elle a été faite sans autorisation. Non, pas celle-là, celle d'après. Celle d'après. Ah, celle d'après, parce que comme si les gens connaissent un peu, c'est Bob Dylan a la phobie des photographes. En l'occurrence, au Palais des Sports, le dernier concert au mois d'octobre, même les gens qui avaient un portable et une tablette, les hommes de sécurité faisaient effacer ce qu'il y avait sur les tablettes. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai fait des images en triche. Ouais, c'est celle-là. Voilà, c'est celle de Bob Dylan. Elle est un peu floue, elle n'est pas très piquée, mais je ne pouvais pas faire un ouvrage sans une photo de Bob Dylan. Et j'ai, après coup, été voir le manager pour faire valider. Et ils étaient enchantés, ravis, parce qu'évidemment, de maintenant, il y a très, très peu d'images de Bob Dylan. Et puis, je l'ai voulu le mettre, étant donné qu'il a eu le prix Nobel. C'est vraiment le poète. Mais tu ne savais pas au moment où tu as écrit l'ouvrage. Non, mais je savais la profondeur des textes, elles sont là, comme Leonard Cohen d'ailleurs. Alors on reparle du boss. Voilà, Bruce Springsteen. Avec tu me disais un côté humain vraiment très très fort. Il faut savoir qu'avant chaque concert, le boss demande la liste des associations de la ville où il est. Et je l'ai vu de mes yeux vus, il fait des chèques à chaque. C'est la générosité, c'est la bonté. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à un de ces concerts, c'est quelqu'un qui impose un tarif tout petit et il fait des concerts de 3, voire 3h30. Quand il y a eu la coupure de courant il n'y a pas longtemps à Bercy, il a continué à cappella et c'est vraiment un artiste très rare humainement. Donc des fois, ils sont vraiment sur scène ce qu'ils sont dans la vie. Oui, parce que sur scène, on se rend compte aussi Il est vraiment comme ça, il y a une générosité, une humilité, vous le croisez, il prend le métro, il n'y a pas de chichi, vous allez au restaurant avec lui, s'il y a des profiteroles au chocolat, tout va bien. Alors il y a des images aussi qui finalement finissent par avoir une carrière de temps en temps. Oui, donc là, par exemple celle-ci. On est dans le cas de la console son. J'ai eu la chance que Nikon me prête le Super 402.8. Donc on n'arrive pas à rater une image avec ce zoom là. D'ailleurs c'est chiant parce que j'ai trop d'images. Donc cette photo est prise à la console son et elle a fait la pochette de l'ouvrage de Bruce Springsteen. Donc voilà, des images de dos, puisqu'on est à la console son. Voilà, et puis en plus, tu m'expliquais que c'était une scène circulaire, voilà, c'est ça ? Pour que chaque personne puisse voir, que même si on paye dans les balcons, on a la chance de participer, de voir le show. Donc il tourne, il a une scène qui est centrale. Un autre phénomène de scène. Est-ce qu'on pouvait parler de la photo de pop rock sans évoquer notre maître national du genre ? En l'occurrence, il est d'une humanité incroyable et j'ai voulu, on reparlera des vêtements, ce petit Spencer avec des brandebourgs et des boutons en diamant, en fait, c'est un hommage à Hendrix et à Michael Jackson. Il a été fabriqué par un styliste pour Johnny. Et pour cet hommage, en fait. Et donc, on rappelle quand même qu'à 72 ans, il est quand même encore capable d'enflammer une scène. J'avais jamais vu ça, le dernier show. Quand j'ai eu la chance de travailler avec lui, de faire tout le concert, j'étais crevée parce qu'au bout de 2h30, faire des photos pendant 2h30 non-stop, au bout d'un moment, la concentration, ça fatigue. Et je demandais au caméraman, mais quand est-ce qu'il arrête ? Mais non, il continue, il est increvable.
Alors les photos de scène, c'est des fois aussi spectaculaire. Tu parlais tout à l'heure de cette minutie que les rockers mettent dans la scénographie en fait. Donc ça, c'est les dernières images de AC/DC. Donc comme étant donné que le groupe est un peu disloqué, bon après, je ne vais pas rentrer dans les polémiques hein, avec Axl Rose qui chante maintenant, etc. Mais ça, c'est le dernier concert au Stade de France en juin 2015 où il y avait encore à peu près l'essence d'AC/DC. D'accord, donc ça c'est vraiment donc c'est un vrai... Ça devient des images d'archives. Un show pyrotechnique. D'ailleurs, on a dans les recommandations interdit de fumer, interdit d'avoir telle et telle chose dans son sac parce qu'on risque de... Ce qui m'est arrivé lors du concert de Michael Jackson, j'ai pris un fumigène dans la tronche. Moi, je suis encore là, mais ça fait tout bizarre. Et donc ça après, quand tu parles du fait que AC/DC, maintenant c'est un peu du passé, mais du coup aujourd'hui tes images elles vivent aussi en archive. Il y a certaines... Oui, il y a évidemment. Et en galerie, voilà, moi je suis représentée dans une galerie Place des Vosges, et c'est vrai que j'ai une petite carrière de 20 ans, mais à l'époque en argentique, je faisais 3 concerts par soir pour rock et folk, donc je commence évidemment à avoir des archives qui tiennent un peu la route. On se rend compte déjà à travers cette présentation, B.B. King, James Brown, voilà. David Bowie, tout ça c'est des images qui aujourd'hui sont inscrites dans le patrimoine. J'ai des photos de Michael Jackson, du rock. Il y a plein de gens comme ça qui évidemment ne sont plus Alors parmi on n'en a nous. pas mis là, mais tu me disais que celle de Michael Jackson c'était forcément celle qui était les plus fascinantes pour les jeunes. C'est rigolo parce que parfois ils n'ont pas connu Michael Jackson, ils connaissent les chorés par cœur. Quand je fais des conférences pour les petits, ils sont fascinés. Il doit y avoir quelque chose dans le son de Michael Jackson. Non, là, on est dans un livre focalisé sur le rock. Hein. Évidemment, ça n'est absolument pas exhaustif de mes archives. Ayant travaillé avec Madonna, ayant travaillé avec les pop stars aussi, là, j'ai voulu faire un hommage au rock. Donc là, AC/DC. Et puis Bono, ouais. Voilà, incontournable évidemment, qui est parti en tournée avec B.B. King, qui faisait la première partie. Cette image, on l'a mise parce qu'en fait, c'était peu de temps avant la mort de Lady Di, et comme je vous disais tout à l'heure, on est amalgamé. Lady Di était mort juste avant ça, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. C'est ce que j'ai pas dit. Ouais, okay. J'avais compris. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous amalgame évidemment au paparazzi. En entrant dans la fosse, on nous crachait dessus. Voilà. Donc il faut avoir aussi un petit peu de mental pour résister à ça. Ça fait partie des aléas du direct. Une image très poétique. Cette photo, j'ai voulu la mettre pour cette conférence puisque c'est un jour particulier. C'est les concerts qui ont été donnés au mois de décembre, étant donné que normalement, il devait être le 15 et le 16 novembre. Et en raison des attentats, on les a repoussés au mois de décembre. Donc voilà, il y a une connotation toute particulière parce que Bercy était en larmes, étant donné que chaque nom apparaissait sur l'écran. Avec évidemment une émotion assez forte, j'imagine, dans la salle. Oui. Effectivement. Avec les hommages qui étaient rendus. Et toi, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ces actualités-là, par rapport au fait de retourner dans des salles de concert? Évidemment, je ne peux pas rentrer de nouveau au Bataclan, mais les premiers temps, j'ai pas su faire un concert, puisque bon, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai été un peu impactée. Mais je suis allée faire Juliette Gréco, ce qui m'a beaucoup détendue au mois de décembre. Je me suis dit, ils ne viendront pas voir Juliette. Et en fait, après, j'ai repris tout doucement, mais il m'a fallu un certain temps. Et pour moi, personnellement, je ne peux pas rentrer dans le Bataclan. Donc voilà, c'est un petit parcours. Un petit florilège de toutes les histoires que vous retrouvez donc dans cet ouvrage. Je vous assure que dedans, vous allez retrouver non seulement des images, mais aussi des textes avec vraiment un récit qui est tout à fait passionnant et captivant. L'envers du décor, effectivement, comme tu le disais. Je pense que moi, j'aime beaucoup, on dit que les images parlent d'elles-mêmes, mais j'aime bien raconter ce qu'il y a derrière, parce que voilà, vous n'auriez peut-être pas su pourquoi Keith Richards tire la langue, donc c'était important, et puis toutes ces images, en général, elles ont une histoire, quelle qu'elle soit. On va remercier Gaëlle, et puis on se tient à votre disposition à l'issue de la conférence pour la séance de dédicace.